vous ai indiquées. Je prends un petit peu d'eau et je passe au Sahel. Alors, sur la question du Mali et plus largement de notre engagement au Sahel, nous aurons l'occasion d'en débattre la semaine prochaine, mardi à l'Assemblée, mercredi au Sénat, dans un débat qui, je pense, est opportun. Et sans anticiper sur ces rendez-vous, je voudrais d'ores et déjà rappeler certains faits pour dissiper les malentendus qui s'invitent encore parfois dans le débat public à propos de ce dossier. D'abord, il me semble essentiel de dire que les provocations auxquelles s'est livrée la junte malienne au cours des dernières semaines ne sont pas les épisodes d'une crise franco-malienne, mais les symptômes de la fuite en avant d'un régime qui, parce qu'il cherche à se maintenir au pouvoir à tout prix, en est venu à s'isoler de ses partenaires sahéliens, africains, européens et internationaux. Et avant de demander le départ de notre ambassadeur, avec qui je crois vous avez eu l'occasion d'échanger à son retour de Bamako, la junte avait en effet, avant cela, expulsé le représentant à Bamako de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui représente 14 États, autant que je me souvienne, 14 États de la région. Donc leur ambassadeur avait été expulsé, celui de la CEDEAO. Par ailleurs, la junte avait exigé le retrait du contingent danois de la Task Force Takuba sur la base de motifs infondés, et avait entravé les activités de la MINUSMA dans le centre du Mali en violation du mandat donné à cette mission par le Conseil de sécurité. J'y insiste, la crise actuelle n'est pas une crise franco-malienne, mais une crise entre, d'une part, une junte arrivée au pouvoir à l'issue d'un double coup d'État, et d'autre part, l'ensemble des pays qui, depuis des années, soutiennent le combat du Mali et des Maliens contre la menace terroriste, parfois au prix du sang. C'est le cas de la France qui a perdu, on le rappelait tout à l'heure dans l'hémicycle, 53 soldats dans ce pays, ce que personne ne doit oublier. Cette dérive, et finalement cet enfermement, est le symptôme d'une dérive politique qui menace de ramener le Mali aux années sombres de la dictature de Moussa Traoré, qui a été renversé en 1991 et d'ailleurs dont certaines figures du régime se revendiquent ouvertement. Cette dérive vers la dictature est à l'œuvre quand des opposants sont jetés en prison dans l'arbitraire le plus complet et que le régime les désigne comme les ennemis de l'intérieur. Cette dérive, elle est à l'œuvre quand la presse malienne et la presse internationale reçoivent de la junte des consignes, pour ne pas dire des instructions sur la ligne à suivre. C'est le cas. Cette dérive se poursuit quand la junte, au mépris de ses propres engagements, se refuse à organiser des élections alors qu'elle l'avait dit à plusieurs reprises, avant 5 ans, après 2 ans d'exercice effectif du pouvoir. Ce qui revient à s'arroger d'un mandat de 7 ans sans aucune légitimité. 7 ans. Et c'est ce que la CEDEAO n'a pas manqué de dénoncer en disant très clairement, c'est pas moi qui le dis, ce sont les pays africains, le peuple malien est pris en otage pour 5 ans. Et c'est ce que la CEDEAO a sanctionné en adoptant des mesures de pression économique et financière à l'encontre de la junte. Et comme vous le savez, l'Union africaine a approuvé ces orientations et ces prises de position. Et l'Union européenne a montré aussi son soutien unanime et déterminé à l'action de la CEDEAO en adoptant elle-même des sanctions individuelles. Autre symptôme de rupture du cadre politique de la transition malienne, une rupture du cadre opérationnel de la lutte contre le terrorisme au Mali, qui se matérialise par les mesures d'entrave à l'action de la MINUSMA que j'ai déjà évoquées, et par le recours par la junte de la société Wagner, des mercenaires de la société russe Wagner qui sont déployés de manière significative sur le terrain. Il est clair que ces deux ruptures, la rupture politique et la rupture opérationnelle, sont liées. C'est bien parce que la junte cherche à se maintenir au pouvoir à tout prix qu'elle fait appel à des mercenaires destinés avant toute chose à lui servir de garde prétorienne et d'une espèce d'assurance vie, en précisant que ce service-là est payant, si je peux me permettre, si je peux parler de service, et cela se fait donc au détriment des ressources financières limitées du Mali. Et cela se fait aussi au détriment de l'exploitation par les Maliens et au profit des Maliens des ressources naturelles du pays, car on sait que la société Wagner a comme fâcheuse habitude, mais vous allez me passer l'expression, à se servir sur la bête.
La bête, c'est les mines d'or. C'est variable. En République centrafricaine, ce sont les diamants. Mais c'est la même procédure. Et tout cela se fait aussi au détriment de la sécurité de la population malienne, déjà menacée par les groupes terroristes. Là aussi, le précédent de la Centrafrique, sans même parler des autres théâtres, suffit à rappeler les risques d'exaction et de violation des droits humains à l'encontre des populations civiles. Tout ça se fait aussi au détriment de l'acquis des 8 années de lutte antiterroriste au Mali, car Wagner est opérationnellement et structurellement incapable d'apporter une réponse crédible à la menace terroriste au Sahel. Contrairement à ce qu'une certaine propagande voudrait laisser croire, Wagner brille par son inefficacité face au terrorisme. Et on l'a vu par exemple au Mozambique, où ces mercenaires ont dû rapidement se retirer. Enfin, le combat contre le terrorisme doit se jouer sur plusieurs plans à la fois. Pour empêcher des groupes terroristes de s'implanter dans une région, il faut non seulement briser leur capacité d'action par des opérations militaires, mais aussi répondre aux besoins des populations. Je rappelle que il y a dans l'ensemble de notre dispositif un dispositif d'engagement financier sur lequel je reviendrai dans un instant, en soutien aux populations, parce que c'est l'instabilité, c'est l'engrenage de la pauvreté qui constitue des ouvertures pour les terroristes, et c'est le sens de l'approche que nous avons portée dans le cadre de la coalition internationale pour le Sahel. En un mot, aujourd'hui, la junte est seule à prendre des décisions qui engagent la sécurité et l'avenir du Mali, seule sur la scène africaine et internationale, puisqu'elle est coupée de l'ensemble de ses partenaires, seule dans un tête-à-tête mortifère avec Wagner. Mortifère, oui, parce que cette organisation, à proprement parler, se nourrit de la guerre et du chaos. Au-delà même de ce que j'ai appelé les symptômes, cette dérive vers la dictature et l'isolement n'est pas sans conséquence pour nous. Elle pose en profondeur la question de notre engagement au Mali et donc des modalités de la poursuite de notre action de lutte contre le terrorisme au Sahel. Plus la fuite en avant de la junte se poursuit, plus la junte s'éloigne de l'horizon de légitimité qui était le sien tant qu'elle agissait en vue d'une transition démocratique, et plus elle s'éloigne de ses partenaires. Or, si nous sommes engagés aux côtés du Mali depuis 2013, c'est parce que les autorités maliennes pouvaient se prévaloir d'une légitimité liée à la perspective tangible d'un processus électoral. Force est de constater que ces deux conditions essentielles ne sont pas aujourd'hui remplies et que par ailleurs il est fait appel à d'autres partenaires que nous. Donc la situation, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, n'est plus tenable en l'état. Elle appelle une reconfiguration, elle appelle une adaptation du cadre de notre engagement au Sahel. Adaptation et reconfiguration dont les modalités doivent être décidées collectivement avec nos partenaires africains, avec nos partenaires européens et avec nos partenaires internationaux engagés à nos côtés. C'est pourquoi nous avons engagé avec eux des discussions avec les uns et les autres pour identifier comment nous allons poursuivre notre combat collectif contre le terrorisme au Sahel. Et donc, ces discussions sont en cours. Vous le savez, il y aura demain soir une réunion informelle autour du président de la République entre plusieurs chefs d'État africains concernés et des chefs d'État et de gouvernement européens pour discuter de cette reconfiguration. Mais je voudrais faire à cet égard, donc je ne vais pas anticiper sur ce qui va se passer demain, mais je voudrais faire 3 remarques à cet égard. Première remarque, ce qui n'a jamais changé depuis 2013 et ce qui ne va pas changer, c'est notre détermination à combattre la menace terroriste au Sahel. Il en va de notre propre sécurité, il en va de la sécurité de nos partenaires, et si nous avons lancé l'opération Serval en janvier 2013, au moment où les colonnes djihadistes d'Al-Qaïda allaient s'emparer de la ville de Konna et allaient faire route sur Bamako pour faire du Mali un califat territorial, c'est parce que nous étions convaincus de la nécessité de soutenir et d'aider
nos partenaires africains à se battre pour leur propre sécurité et que c'était aussi nos propres intérêts de sécurité parce que Al-Qaïda et Daesh, qui sont toujours à l'œuvre au Sahel, sont une menace pour nos ressortissants et que ces deux organisations terroristes ont toujours désigné notre pays comme leur ennemi et ils ont un lien direct avec la mouvance djihadiste internationale. Deuxième remarque, notre dispositif au Sahel a été en constante évolution depuis 2013. Il y a eu une première régionalisation du dispositif lorsque l'opération Barkhane a succédé à l'opération Serval pour combattre la menace à l'échelle de l'ensemble de la région. Deux, il y a eu une sahélisation progressive du dispositif grâce à la montée en puissance des armées sahéliennes et de la force conjointe du G5 Sahel. 3. Il y a eu une internationalisation du dispositif, ce dont témoigne la présence de la MINUSMA. Je vous rappelle que les Nations Unies sont présents avec 12 000 militaires sur la zone. On n'en parle pas, mais ils sont là. Ils sont chargés de la mise en œuvre des accords d'Alger et de la sécurité de la population. Il y a eu internationalisation du dispositif. 4. Il y a eu une européanisation du dispositif à travers la mission UTM qui assure la formation des militaires et la task force Takuba, dont on a beaucoup parlé. Et puis, il y a eu une transformation de notre dispositif militaire pour renforcer la logique de coopération et de partenariat avec nos partenaires sahéliens et ouest-africains. C'est cette dynamique qui nous a permis de porter des coups très durs aux filiales de Daesh et d'Al-Qaïda au Sahel. Nous avons empêché en particulier la territorialisation des groupes armés terroristes, en particulier dans la zone dite des trois frontières, je ne sais pas si on la voit sur la carte, et par une série d'opérations ciblées, nous avons pu apporter une attrition assez forte au haut commandement international des groupes terroristes et nous avons pu les désorganiser. Et parallèlement à cela, nous avons mobilisé dans le cadre de l'Alliance Sahel 22 milliards d'euros sur l'ensemble des 5 pays concernés pour soutenir 1 millier de projets de développement. Je pourrais en faire la liste. Celui qui me paraît le plus important, c'est la mobilisation pour l'eau potable, car nous avons pu ainsi faire en sorte que près de 6 millions de Sahéliens puissent aujourd'hui bénéficier de l'eau potable. Mais il n'y a pas que cela. Il y a la volonté d'accompagner le sursaut civil nécessaire lorsque des territoires sont abandonnés par les forces terroristes, quelle que soit leur appartenance, que ce soit Al-Qaïda ou Daesh. Et vous savez que ces deux forces, parfois, s'affrontent l'une et l'autre. C'est l'exemple le plus fort du sursaut civil, c'est l'exemple qui s'est développé au Niger, dans la région de Tillabéri. Troisième remarque, si une nouvelle réorganisation, réarticulation de nos dispositifs est nécessaire, ce n'est pas uniquement en raison de la dérive de la junte, mais c'est aussi parce que la menace évolue. Il y a une double diffusion de la menace terroriste, une diffusion géographique. Ça va beaucoup plus vers le sud, vers la région des trois frontières, vers le nord des pays du Golfe de Guinée, et une diffusion communautaire, puisque les groupes terroristes utilisent des oppositions communautaires pour essayer de gagner du terrain et d'instrumentaliser leurs tensions. C'est pourquoi, tout en restant aux côtés des pays du G5 Sahel qui sont demandeurs d'un appui, nous devons être davantage présents aux côtés des États du Golfe de Guinée, notamment en appuyant ce l'on appelle l'initiative d'Accra, qui réunit le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina, qui vise à apporter une réponse aux risques terroristes par le partage du renseignement et par l'organisation de soutien aux opérations transfrontalières que peuvent mener ce pays. Et nous sommes aussi en état de répondre aux stratégies nationales de stabilisation et de développement dans les zones vulnérables du nord des pays côtiers. Voilà l'ensemble de la situation, en vous redisant notre détermination à continuer à combattre le terrorisme au Sahel, donc à rester présent au Sahel et à réarticuler notre dispositif en relation avec les Africains et les Européens, et ça fait partie des discussions que nous avons en ce moment encore et qui pourraient éventuellement se conclure demain, enfin qui feront l'objet de discussions demain entre les chefs d'État et de gouvernement. Je vous remercie.